Dans cette vidéo, nous explorons 5 nouvelles histoires vraies de personnes décédées de manière surprenante et inhabituelle. Ces cas montrent comment des actions apparemment simples ont conduit à des issues tragiques. Bien que étranges, l'imprévisibilité de ces récits nous rappelle la prudence, même dans les situations du quotidien. Le 18 janvier 1977, à Rome, en Italie, Luciano Receconi, un footballeur de 28 ans surnommé l'Ange Blond, était de bonne humeur. Plus tôt dans la journée, son médecin lui avait confirmé que son rétablissement d'une blessure au genou évoluait bien et qu'il serait bientôt de retour sur le terrain avec la Lazio. Receconi était un joueur clé dans la victoire du Scudetto en 1974, admiré non seulement pour son talent, mais aussi pour son éthique de travail. Pourtant, ce soir-là, sa vie allait s'achever de manière tragique et insensée. Né le 1er décembre 1948 à Nerviano, près de Milan, Luciano venait d'une famille modeste et avait dû enchaîner divers petits boulots pour aider les siens. Malgré les défis, sa passion pour le football s'était révélée dès son plus jeune âge. En 1967, il avait signé son premier contrat professionnel avec Pro Patria, un club de série C. Il rejoindra ensuite Foggia en série B, où il joua un rôle essentiel dans la promotion de l'équipe en Serie A. En 1971, Luciano intégra la Lazio, un club en passe de connaître l'une des périodes les plus prospères de son histoire. Sous la direction de l'entraîneur Tommaso Maestrelli, la Lazio se distinguait par son style de jeu offensif et son esprit d'équipe soudé. Luciano s'y était parfaitement intégré, au point d'être surnommé « le sage », pour son comportement sérieux, notamment en présence d'inconnus. Il partageait une relation particulière avec son coéquipier Gigi Martini, un ami proche. La saison 1973-1094 marqua un tournant pour la Lazio. Après un début difficile, l'équipe trouva son rythme et gravit les échelons de la Serie A. Luciano fut un acteur clé de ce succès, formant avec Martini un duo redoutable sur le côté gauche du terrain. Ensemble, ils aidèrent la Lazio à décrocher son premier Scudetto, une victoire historique pour le club. Cependant, les années suivantes furent plus compliquées pour la Lazio. Les performances de l'équipe déclinèrent et en 1975, l'entraîneur Maestrelli fut diagnostiqué d'un cancer affectant profondément les joueurs, en particulier Luciano. Malgré ces épreuves, il resta un pilier de l'équipe, apprécié pour sa détermination et son leadership. Le 18 janvier 1977, Luciano était en compagnie de ses amis Renzo Rossi et Pietro Guedin lorsqu'ils décidèrent de s'arrêter dans une bijouterie appartenant à Bruno Tabocchini. Luciano ne connaissait pas bien Tabocchini. C'était un ami de Pietro Fraticcioli qui avait invité Luciano et Guedin à l'accompagner. En entrant dans la boutique, un événement tragique se produisit. Selon la version officielle, Luciano, habituellement sérieux, aurait voulu plaisanter en simulant un braquage. Il aurait dit « haut les mains, c'est un braquage », en gardant sa main dans sa poche, comme s'il tenait une arme. Cependant, cette version a été remise en question par de nombreuses personnes qui connaissaient bien Luciano. Ses proches, notamment son fils Stefano et son meilleur ami Gigi Martini, ont toujours contesté l'idée que Luciano puisse faire une telle blague, surtout devant quelqu'un qu'il connaissait à peine et en présence d'enfants. Luciano, surnommé « le sage », n'était pas du genre à plaisanter, surtout dans des situations impliquant des inconnus. De plus, aucun des témoins présents dans la boutique, y compris la femme et le fils de 9 ans de Tabocchini, n'a rapporté avoir entendu cette phrase. Il semble plus probable que Tabocchini, déjà tendu après plusieurs tentatives de braquage, ait paniqué en voyant entrer 2 étrangers. Un an auparavant, il avait tiré sur un cambrioleur et, plus tard, il avait ouvert le feu sur un homme en scooter craignant une nouvelle attaque. Lorsque Luciano et ses amis pénétrèrent dans la boutique, Tabocchini était probablement sur les nerfs. Il aurait mal interprété les gestes de Luciano comme une menace et dégainé son arme. Guedin, conscient de la situation, leva rapidement les mains pour montrer qu'il était désarmé, mais il était déjà trop tard. Tabocchini tira, atteignant Luciano. Transporté d'urgence à l'hôpital, Luciano fut déclaré mort à son arrivée. La nouvelle de son décès bouleversa l'Italie et les supporters de la Lazio, qui vénéraient l'Ange Blond, furent anéantis. Pour ses coéquipiers, la perte était accablante. Luciano avait été un pilier de leur succès, autant sur le terrain qu'en tant qu'ami. Felice Pulissi, le gardien de l'équipe, fut chargé d'identifier le corps de Luciano, une épreuve qui le marqua à vie. L'enquête qui suivit fut controversée. Tabocchini plaida la légitime défense, affirmant que Luciano avait effectivement prononcé la fameuse phrase en gardant ses mains dans ses poches, comme s'il tenait une arme. Le tribunal accepta cette version et acquitta Tabocchini. Cependant, la famille et les amis de Luciano n'ont jamais cru à cette version des faits. L'idée que Luciano, connu pour son sérieux et sa sagesse, puisse plaisanter sur un sujet aussi grave qu'un braquage semblait invraisemblable. De plus, aucune preuve n'a jamais confirmé qu'il avait prononcé ces mots, et personne dans la boutique ne l'a entendu dire cela.
La mort de Luciano a laissé un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, en particulier pour sa femme et son fils de 2 ans. Aujourd'hui encore, sa mémoire est honorée par les supporters de la Lazio. C'était une soirée humide du 27 juillet 2023 dans le quartier chic des Mid-Levels à Hong Kong. Rémi Lucidi, un Français de 30 ans connu en ligne sous le nom de Rémi Enigma, se préparait pour une nouvelle cascade à haut risque. Lucidi s'était fait un nom sur les réseaux sociaux en publiant des photos à couper le souffle mais dangereuses, depuis les sommets des plus hauts gratte-ciel du monde. Cette fois, son défi se déroulait au Tregunter Tower, un gratte-ciel résidentiel de 220 mètres, offrant une vue panoramique sur la ville. Cependant, cette aventure serait sa dernière. Lucidi est arrivé à la Tregunter Tower vers 18 h et a réussi à passer la sécurité en prétendant rendre visite à un ami au 40e étage. Le gardien, ne soupçonnant rien de ses véritables intentions, le laissa entrer. Une fois à l'intérieur, Lucidi se dirigea directement vers les étages supérieurs. Les caméras de surveillance le montrèrent plus tard sortant de l'ascenseur au 49e étage, prenant les escaliers menant au sommet de la tour et forçant une porte donnant accès au toit. Sur le toit, Lucidi installa sa caméra, prêt à immortaliser ce qu'il espérait être une nouvelle réussite. Il avait déjà escaladé certaines des plus hautes structures du monde, capturant toujours la hauteur vertigineuse en une seule image. Mais cette fois, tout bascula. Pendant sa cascade, Lucidi se retrouva piégé à l'extérieur du bâtiment à 68 étages au-dessus du sol. Ne trouvant aucune issue, il frappa désespérément à la fenêtre d'un penthouse, espérant qu'on lui viendrait en aide. Une domestique à l'intérieur l'aperçut et appela immédiatement la police. Malheureusement, avant que les secours n'arrivent, Lucidi perdit l'équilibre et fit une chute mortelle. Son corps fut retrouvé sur une terrasse en contrebas à côté de sa caméra sportive que la police récupéra. La caméra contenait des vidéos de ses exploits précédents, illustrant la vie d'un passionné de sports extrêmes qui vivait constamment à la limite, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Aucun message de détresse n'a été découvert et la police écarta rapidement la piste criminelle. L'enquête conclut par un tragique accident survenu alors que Lucidi tentait de capturer un moment palpitant pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Lucidi s'était forgé une réputation grâce à ses photos époustouflantes, prises depuis les points de vue les plus dangereux au monde. Des gratte-ciel de Dubaï autour près de Tchernobyl, ces clichés suscitaient autant d'admiration que d'inquiétude. En mars 2023, il avait publié une photo de lui suspendu au sommet d'une tour proche de Tchernobyl avec la légende « Ma zone de confort ». Ses abonnés étaient habitués à le voir dans des situations périlleuses, mais cette fois, le risque lui coûta la vie. Son dernier post, publié quelques jours avant sa mort, montrait une vue nocturne de Hong Kong depuis les hauteurs, géolocalisées à Times Square dans le quartier de Causeway Bay. Malgré le danger de ses activités, Lucidi semblait en bonne forme avant l'accident. Il avait réservé une chambre dans une auberge de jeunesse à Hong Kong le 17 juillet, 10 jours avant sa mort. Gurjit Kaur, la propriétaire de l'auberge, se souvenait de lui comme d'un invité sympathique et discret qui semblait heureux. Il était en forme, souriant et en bonne santé, a-t-elle déclaré lors d'une interview. « Je suis vraiment attristée ». Elle ignorait que sa prochaine aventure serait la dernière. Dans les jours qui suivirent sa mort, les fans et les explorateurs urbains exprimèrent leur chagrin sur les réseaux sociaux. Beaucoup louèrent son audace et sa quête d'aventure, tandis que d'autres soulignèrent les risques qu'il prenait. « Repose en paix, frère ». Une nouvelle que personne ne voudrait entendre à propos d'un compagnon explorateur, écrivit un internaute sur Instagram. La disparition de Lucidi bouleversa la communauté soudée des explorateurs urbains qui, comme lui, cherchaient tous les sommets et les endroits les plus dangereux pour partager leurs expériences. Sa mort relança également le débat sur la sécurité et l'éthique de telles pratiques. Bien que Lucidi soulignât souvent l'importance de la sécurité dans ses publications, la nature même de ses activités comportait une part de danger inévitable. Le 20 juin 2023, à Washington DC, J. Tirunarayanapuram, 15 ans, aurait dû être chez lui à travailler sur son projet artistique. À la place, il se trouvait sur le toit d'un train de la ligne Red Line du métro, à la recherche d'une montée d'adrénaline qui allait lui coûter la vie. Jay, un jeune lycéen talentueux et aventurier, pratiquait le subway surfing, une tendance dangereuse encouragée sur des plateformes comme TikTok et Instagram. Alors que les passagers traversaient la station de métro Rhode Island Avenue, Jay se filmait dans l'espoir de capter l'attention des internautes. Tragiquement, il perdit l'équilibre et tomba sous le train en marche, décédant quelques jours seulement après son 15e anniversaire. Ses parents, Desikan Tirunarayanapuram et Vaishali Onawar, l'avaient adopté dans un orphelinat en Inde lorsqu'il avait 6 ans. Il l'avait toujours connu courageux et curieux, mais ces derniers temps, son comportement devenait de plus en plus risqué. Il s'était intéressé au monde en ligne de l'exploration urbaine et du subway surfing.
une influence dangereuse que ses parents avaient tenté de combattre. Ils avaient limité son accès à Internet le soir et l'avaient inscrit en thérapie, mais l'attrait des réseaux sociaux s'avéra trop puissant. Le compte Instagram de Jay regorgeait de photos et vidéos de ses exploits. Il montait sur des trains, escaladait des tours et explorait des bâtiments abandonnés. En ligne, il avait rejoint une communauté d'explorateurs urbains, où les comportements risqués étaient normalisés et valorisés. Le 20 juin, Jay quitta la maison sans dire à ses parents où il allait. Il se rendit à la station Brookland, monta sur le toit d'un train de la Red Line et commença son aventure de subway surfing. Ce n'était pas la première fois qu'il réalisait cette cascade, qu'il partageait en ligne pour récolter des likes et des commentaires. Mais cette fois-ci, l'aventure vira au drame. Alors que le train approchait de la station Rhode Island Avenue, Jay perdit pied et fut écrasé sous les roues du train. La vidéo qu'il était en train d'enregistrer capturait ses derniers instants. Les parents de Jay reçurent la terrible nouvelle de la police des transports le jour même. Jay n'était pas qu'un fils pour eux. Il était aussi un jeune artiste, un amoureux des animaux et un excellent élève du lycée Albert Einstein. Sa disparition laissa un vide immense dans leur vie, un chagrin qu'ils ne pourraient jamais surmonter. Dans les jours qui suivirent, ses parents furent submergés par la douleur et l'incompréhension. Ils ne parvenaient pas à comprendre comment les réseaux sociaux avaient pu avoir une emprise si forte sur leur fils, au point qu'ils prennent de tels risques. Vaishali Onawar exprima son désarroi. Il était tellement sûr de lui, il ne réalisait pas qu'il était en train de tout sacrifier pour une aventure insensée à laquelle il n'aurait jamais dû participer. Les parents de Jay prirent alors la parole publiquement, appelant les réseaux sociaux à prendre leurs responsabilités face à la promotion de contenus dangereux. Ils dénoncèrent le rôle des algorithmes conçus pour capter l'attention des utilisateurs, en particulier des adolescents, en leur proposant des contenus de plus en plus extrêmes. Jay était tombé dans ce cercle vicieux, recherchant les likes et la validation d'une communauté en ligne qui glorifiait les comportements risqués. Le cas de Jay attira l'attention du député Jamie Raskin qui représentait leur district dans le Maryland. Il s'adressa directement aux entreprises de réseaux sociaux, leur demandant de renforcer leurs efforts pour supprimer les contenus promouvant des activités dangereuses comme le subway surfing. Meta, la maison mère d'Instagram, reconnut le problème mais admit que l'application de leurs règles restait difficile. TikTok déclara également retirer les contenus dangereux dès qu'ils en avaient de connaissance, mais dans le cas de Jay, il était déjà trop tard. La tendance à l'exploration urbaine a pris de l'ampleur avec l'essor d'Instagram et TikTok, au point de devenir encore plus dangereuse. La vie de Jay Tirunarayanapuram a été tragiquement écourtée par cette tendance mortelle. Ses parents continuent de se battre pour le changement, espérant que leur engagement empêchera d'autres familles de vivre la même tragédie. Alors que le débat sur le rôle des réseaux sociaux dans la promotion de comportements dangereux se poursuit, une chose est certaine, il faut faire plus pour protéger les jeunes des dérives d'Internet. C'était une nuit froide d'avril 2014 à Saint-Pétersbourg, en Russie. La ville était calme, la plupart des habitants restant chez eux. Mais pour Ksenia Ignatieva, 17 ans, cette nuit avait une attirance particulière. Ksenia était une photographe amateur qui aimait capturer le monde à travers son objectif. Avec le temps, sa passion pour la photographie avait grandi, l'amenant à chercher des prises de vue de plus en plus audacieuses et dramatiques. Cette nuit-là, Ksenia avait prévu de photographier un pont ferroviaire dans le district de Krasnogvardeyski. Ce vieux pont imposant lui semblait être l'endroit idéal pour son prochain cliché. Elle imaginait les rails disparaissant dans l'obscurité, créant une image saisissante. Elle avait récemment acheté un nouvel appareil photo grâce à l'argent d'un travail d'été, impatiente de l'utiliser pour ce moment précis. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision allait lui coûter la vie. Ksenia était habituée aux hauteurs. Comme beaucoup de jeunes en quête de sensations fortes, elle participait à une tendance consistant à escalader des structures élevées, toits, grues, ponts, pour prendre des photos. Le danger ne l'effrayait pas. Au contraire, il rendait l'expérience encore plus excitante. Ce soir-là, son amie Oksana Jankova, également âgée de 17 ans, l'accompagnait. Bien qu'Oksana ne partageât pas la même passion pour les aventures risquées, elle soutenait son amie. Tandis que Ksenia commençait à grimper le pont, Oksana restait en bas, l'observant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Arrivée au sommet, Ksenia était euphorique. Mais au moment de prendre le selfie, quelque chose tourna mal. Que ce soit à cause du vent, d'un faux mouvement ou de la précarité de sa position, Ksenia perdit l'équilibre. Elle comprit qu'elle chutait et instinctivement tenta d'attraper quelque chose pour se retenir. Sa main agrippa un câble, mais cela aggrava encore la situation. Le câble était sous tension, transportant 1500 volts d'électricité. Dès que Ksenia le toucha, une décharge traversa son corps. Le choc fut immédiat et violent, provoquant la contraction de ses muscles et lui faisant lâcher prise. Elle tomba de 9 mètres sur le béton en contrebas. L'impact fut fatal,
Oksana, restée au pied du pont, fut témoin de toute la scène. Elle vit son amie tomber et resta figée de stupeur. Elle se précipita vers Xenia, mais il était déjà trop tard. Lorsque les services d'urgence arrivèrent, alertés par un signalement d'enfant sur le pont, ils trouvèrent Oksana en état de choc, incapable de bouger, écrasée par la douleur. La police sécurisa les lieux, mais il n'y avait plus rien à faire. Xenia n'était plus. La jeune photographe qui avait grimpé sur le pont pour immortaliser le moment parfait avait payé de sa vie. L'enquête permit de reconstituer les événements tragiques de cette nuit. La grand-mère de Xenia, Olga, fut dévastée par la nouvelle. Elle décrivit Xenia comme une jeune fille pleine de vie et de passion. Selon Olga, Xenia avait choisi ce pont pour son potentiel dramatique, espérant combiner les rails, la hauteur et le ciel nocturne dans un cliché parfait. Mais l'histoire se termina en tragédie. Les enquêteurs notèrent que Xenia aurait pu être encore en vie quelques instants après sa chute, mais la décharge électrique avait probablement causé sa mort. Cette tragédie fut un rappel douloureux de la rapidité avec laquelle une quête de sensations fortes pouvait mal tourner. Son histoire devint un exemple des dangers de la recherche de photos risquées dans des lieux dangereux. Des experts, comme le psychologue Martin Voigt, soulignèrent que les jeunes prenaient des risques de plus en plus grands pour capturer l'image parfaite. Pour la famille et les amis de Xenia, ces explications n'apportèrent aucun réconfort. La passion de Xenia pour la photographie, autrefois source de joie, s'était transformée en une fin tragique.